Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et le Sacré Sound Festival est imminent, c'est très vite, c'est bientôt. C'est du 21 mai au 5 juin. Si vous voyez des flyers comme celui que je tiens dans la main, alors précipitez-vous. Laurence Aziza, bonjour. Bonjour Lise. Alors ce Sacré Sound Festival, combien de concerts ? 5 concerts Voilà. dans Paris, essentiellement, même uniquement, dans des lieux patrimoniaux, c'est-à-dire il y a une synagogue, un temple protestant, le temple du foyer de l'âme d'ailleurs, qui accueille parfois les kippours de Gabriel Fary à une époque. Ah voilà, oui. L'église Notre-Dame des Blancs-Manteaux, qui se trouve d'ailleurs tout près de l'As du Falafel. Non, mais je blague, mais c'est dans le Marais. Voilà. Et le temple de la musique actuelle et du jazz, qu'est le New Morning. Donc voilà, cette année, et non seulement ces lieux racontent des choses, mais on essaye de croiser les esthétiques de chaque artiste pour les mettre un peu en décalage dans l'espace dans lequel, qui les accueille. Donc voilà, ça démarre. Alors, ce matin, on va être en ligne avec 2 des artistes qui font ce festival. D'abord, avant d'interviewer la première artiste, est-ce que vous pouvez nous donner le nom des artistes, les dates peut-être que nos auditeurs puissent noter? On commence par qui ? On commence par Éléonore Fourniot ce soir, donc le 21 mai à la synagogue Copernic. Puis elle, on va un peu étoffer puisqu'elle sera avec nous en ligne dans quelques instants. Bien sûr. Ensuite, il y aura Arthur H, le chanteur, le 26 mai au Temple du Foyer de l'Âme, justement, dans ce lieu qui accueillait Gabriel Fary. Et il va nous proposer quelque chose de très intime, de très personnel et de très spirituel. Donc ce ne sera pas ses chansons telles qu'on le connaît, mais un endroit où lui aussi est décalé. Il sera seul sur scène avec un piano sublime, un orgue, des claviers. Ça va être un grand moment. Alors, le 26. ce sera le 26. Lundi 26 mai. Il faut dire qu'on va, pour réserver, sur sacrésoundfestival.com. Absolument. Voilà. Oui. Alors, Laurence, Serge, qu'on remercie, nous fait signe que Éléonore Fourniot est en ligne avec nous. Bonjour Éléonore. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Votre concert est imminent à Copernic. Alors Éléonore, dans quelle langue chantez-vous ? Alors je chante principalement en kurde, dans différents dialectes kurdes, mais également quelques chansons en turc ce soir. Alors, justement, c'est rare qu'on chante en kurde, en tous les cas en France, on en parle rarement. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la culture kurde ? D'où ça vient, Éléonore ? Racontez-nous. Alors c'est une longue histoire, il y a je pense quand même des influences familiales parce que mes parents ont vécu en Turquie il y a bien longtemps. Et en 2010, j'ai décidé de partir vivre un an, prendre une année sabbatique à Istanbul. Oui. Et en fait, je m'y suis beaucoup j'ai prolongé en fait le séjour qui a duré finalement 6 ans. Et j'ai commencé à étudier ces musiques et je suis tombée dans la marmite, si je puis dire. Et vous comprenez le kurde ? Vous le parlez un peu ou vous le chantez ? Oui. Je le parle. Après, je parle bien plus couramment le turc parce que c'est la langue qui est parlée. Comme le kurde n'a pas, les Kurdes n'ont pas vraiment d'état ni de langue d'enseignement en langue maternelle. Du coup, j'ai plus facilement appris le turc, mais j'ai aussi fait l'effort d'apprendre le kurde. Et de le parler, oui. Je crois qu'il y a plusieurs langues, en fait. Il y a plusieurs langages. Il y a plusieurs dialectes en kurde. Merci Lise, en kurde. C'est ce que j'ai hier en me renseignant. Et puis aussi, c'est une région, un territoire qui est à cheval sur 3-4 pays, dont la Turquie. 4 pays, oui. Turquie, Iran, Syrie et... Irak. Et Irak. Donc c'est vraiment, c'est un très grand, en fait. Il y a une culture immense et très ancienne, Éléonore. Oui. Alors, oui, qui sont les Alevis, cette ethnie kurde ? Alors, c'est pas une ethnie kurde. En fait, c'est pas une ethnie non plus. C'est on va dire une confession. C'est plutôt une religion, on va dire. D'accord. Oui. Une communauté aussi, on peut dire. Mm-hmm.
donc ça représente un quart de la Turquie à peu près. Ça comprend des Turcs et des Kurdes, c'est pas seulement des Kurdes. Et donc ils ont une spiritualité à part. Il y en a qui... Alors, il y a des polémiques autour de est-ce qu'ils s'inscrivent dans l'islam ou pas. Oui. Je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là, mais en tout cas, bien sûr. Ils ont des rituels à part et il y a une spiritualité bien à eux. Et ils placent l'humain au centre de leur spiritualité. C'est une des voies que vous avez choisies aussi par rapport à justement toutes ces langues et tous ces dialectes kurdes ou... Oui, et c'est aussi parce que l'instrument que je joue, le saz, est un instrument sacré pour les Alevis et il est utilisé dans les rituels. Donc du coup, forcément, quand j'ai commencé à apprendre cet instrument, j'ai aussi commencé à plonger dans ce répertoire. Et dans les poèmes en fait qui sont très profonds et qui sont souvent cryptés, il faut les déchiffrer en fait, les poèmes spirituels et mystiques alevis. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le soufisme? Enfin, j'y pense là. Tout d'un coup, on va être sur France Culture. Bonjour, vous êtes sur Radio J. Ça peut avoir un lien avec le soufisme, mais ça n'a pas non, pas la même chose. Non, c'est très différent, mais j'ai l'impression que ça se positionne au même endroit. Voilà, voilà. Et alors, comment d'après vous, c'est vous qui êtes le sujet de ça, mais comment vous avez pu devenir quelque part icône de ce peuple alors que vous êtes né dans un autre pays, en l'occurrence la France, dans une autre langue, et si j'ai bien compris, lors de certains événements, ce sont des millions de gens qui viennent vous écouter et qui admirent et qui vous connaissent. Comment ça s'est fait? Je pense que ça s'est fait déjà parce que j'ai fait l'effort d'apprendre cette musique, de beaucoup la travailler et j'essaie de l'interpréter du mieux que je peux. Et je suis sûre que c'est très beau. Parce que Lise est professeure de yiddish et alors elle, attention, si on dit pas le yiddish exactement comme il faut, donc elle sait de quoi vous parlez. Oui, complètement. Mais je suis pas capable de dire si on chante bien en kurde. En tous les cas, la voix d'Éléonore est magnifique. Voilà. D'ailleurs, un des premiers groupes que j'ai eu dans ma jeunesse, quand je faisais mes études à Lyon, c'était un groupe de Klezmer et je chantais en yiddish. Mais ça, c'est une autre, oui, il me semble. Je m'en souviens. Et c'était quel groupe? Rappelez-nous. Ah non, mais c'était un groupe, il n'était pas du tout... Non, mais je me souviens de votre nom, et je me souviens, oui. Ah d'accord. En tout cas, pour répondre à votre question, comment je suis devenue connue et appréciée parmi les Kurdes, je pense que déjà, il y a en fait le fait que j'ai choisi cette langue-là plutôt que le turc, par exemple. C'est quand même un peuple qui a vécu beaucoup d'oppression, etc. Et il faut quand même une forme d'engagement politique, on va dire, et culturel pour choisir d'interpréter ces chants-là plutôt que d'autres. Oui. Et donc je pense que cet engagement-là, il a été perçu comme une forme de soutien. Et c'est ça, je pense aussi, c'est ce qui a assis votre notoriété dans ce domaine. Alors, qu'une étrangère aussi, voilà, que ce soit de la part d'une étrangère, c'était pour un honneur. C'est une reconnaissance. Voilà, oui. C'est un hommage, c'est un honneur. Et puis en plus de ça, comme c'est une langue qui est en train de lentement quand même être assimilée, notamment en Turquie, il y en a beaucoup qui sont kurdes et qui parlent pas le kurde. Et donc quand ils voient une étrangère qui a fait l'effort d'apprendre cette langue, ça les renvoie aussi à leur propre identité, quoi. Alors, vous jouez aussi d'un instrument qui est la vielle à roue. C'est un instrument médiéval. Comment cet instrument est-il rentré dans votre vie? Alors cet instrument, il est rentré par le biais d'une école occitane, parce qu'en fait mon père il parle l'occitan, donc la langue du sud de la France. Oui. Il l'a appris par lui-même. Elle a été transmise. C'est pas sa langue maternelle, mais il l'a appris avec sa grand-mère. Et donc il nous parlait occitan quand on était petits, etc. Et il nous a emmenés dans une école occitane. Et là, il y avait un concert et j'ai vu la vielle à roue, mais j'étais adulte déjà, j'avais 19 ans. À la base, moi, j'étais plutôt pianiste classique. Et voilà, et donc je suis tombée complètement amoureuse de cet instrument. Je me suis dit, il faut que je joue de cet instrument. Et en fait, après, quand je suis partie en Turquie, je l'avais avec moi et j'ai commencé, je jouais
un peu, mais finalement pas beaucoup. Et j'ai commencé finalement à le jouer complètement, à le travailler, à me l'approprier quand j'étais en Turquie et avec ce répertoire-là. Ce qui donne finalement un mélange assez bah oui, bien sûr. unique. La vielle à roue, c'est quand même. Il y a pas une petite phrase ou deux sur cet instrument, parce que je crois que peu de gens finalement la connaissent déjà. Ça se tourne comme ça se tourne, oui. Laurence fait le geste comme un orgue de barbarie, et ça se. Enfin, c'est un instrument du Moyen Âge, quoi. C'est pas banal. Très ancien, ouais, qui date du XIe siècle. Et on tourne une roue avec la main droite et on joue un clavier avec la main gauche, et on rajoute aussi un petit élément rythmique qu'on tape. Enfin, on tape avec la main tout en tournant la roue, c'est ça qui fait aussi la difficulté de l'instrument, et qui s'appelle le chien d'ailleurs. Okay. Et oui, c'est un instrument assez rare, mais qu'on a utilisé dans la musique médiévale, baroque. Ensuite, il est un peu tombé dans l'oubli dans tout ce qui est musique classique, mais il est passé... On entend une vielle à roue, écoutez, bravo, on l'entend. Merci Serge. Il est passé, entre guillemets, au peuple... et c'est devenu un instrument populaire. Alors on l'écoute, écoutez. Et surtout connu dans les musiques. Voilà. Un son d'autrefois, la vielle à roue. Alors justement, donc, Éléonore Fourniot, avant qu'on vous écoute, une dernière question. J'avais une autre question, juste une petite question par rapport justement à l'instrument. Ça me fait penser que vous serez entouré de 2 autres musiciens, un qui jouera du saz, vous aussi, vous jouez cette petite guitare. J'ose pas dire d'où elle vient parce que je veux pas dire de bêtises. Et vous serez aussi avec Sylvain Barou, qui est quand même un des plus grands flûtistes français, voire peut-être au-delà même, jazz et autres, et qui lui va apporter cet instrument-là. L'instrumentation décale la langue, qui vous décale. c'est. Oui, en fait, on apporte beaucoup d'instruments. Efren Lopez, il joue pas seulement du saz, il joue aussi plein d'autres instruments à cordes, aussi la vielle à roue d'ailleurs, mais du bouzouk, du oud, etc. Et Sylvain Barou, il ramène avec lui aussi ses flûtes indiennes. Donc on reste à chaque donc fois ça va être. Je m'excuse, je vous interromps parce que le temps passe très vite. Moi j'aurais discuté 20 minutes encore. Oui, mais on a un autre invité vous avez raison. Qui arrive. Puis on voudrait écouter Éléonore. Oui, on voudrait écouter Éléonore Fourniot qui sera donc à Copernic. Ce soir à 20h30. À 20h30, on réserve sur sacrésoundfestival.com. On vous souhaite un excellent concert, Éléonore, et on vous dit beaucoup. À ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Fourniot qui fera l'ouverture du Sacré Sound Festival ce soir à Copernic. Alors on va tout de suite accueillir Sabile et Vincent Segal qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous sur Radio J ce matin, Vincent.
Bonjour. Alors, Vincent, vous allez faire, c'est un peu les extrêmes entre guillemets du festival que Laurence nous propose ce matin, puisque vous allez faire la clôture du Sacré Sound le 5 juin au temple du foyer de l'âme. Alors, Vincent Segal, comment avez-vous rencontré le duo Sabile avec lesquels vous allez jouer? Je vais dire une chose juste avant. Oui. Vincent, avant de prendre la parole, je vais juste préciser que Vincent est un violoncelliste. Oui, bien sûr. Qu'il joue avec énormément de monde, il est collaborateur, incitateur, initiateur, professeur et un génial violoncelliste. Balaké Sissoko, M, Sting, etc., etc. Voilà, je voulais juste C'est important, préciser bien parce sûr. que tout le Oui. monde, j'imagine, ne connaît pas à l'antenne Évidemment. Vincent. Mais voilà, maintenant Alors, c'est fait. Bravo. Vincent, alors? Merci Laurent, c'est gentil, mais je sais pas si je suis génial, mais en tout cas, c'est vrai que je. Mais j'aime vous la l'êtes, musique. vous Et l'êtes. Le temple, le foyer de l'âme, pour moi, c'est ma musique, c'est la musique pour moi. Oui, c'est ça. Ah, c'est magnifique, oui. C'est ça, ce serait la définition. Et c'est mon foyer, ma protection, vraiment, de chaque jour. Mais j'ai rencontré Ahmad au festival des Suds de Arles. Il y a quelques années, il y a assez longtemps même déjà, je pense. Je ne me rends pas compte du temps qu'il file, mais c'était il y a un moment. Je venais de finir un concert avec Balaké. Vous connaissez le théâtre antique à Arles, c'est un endroit magnifique. C'est dingue. Et Oui. on rentrait du concert et j'allais donc dans cet hôtel qui s'appelle l'Amphithéâtre, et qui est à côté de l'Amphithéâtre. Et il y avait Daniel Mille, l'accordéoniste, Oui. et il était en pleine conversation avec un joueur de oud, un musicien. Et il jouait un petit peu et je sentais que Daniel expérimentait des choses, mais il était un peu désarçonné par les macams, enfin la façon de jouer d'Ahmad. Et en fait, j'ai dit, je vais sortir mon violoncelle, je vais avec vous. Et Ahmad m'a dit, mais quand j'étais jeune, je jouais du violoncelle, donc j'ai des partitions. Et on a joué toute la nuit dans l'hôtel, dans le hall, quoi, en bas. Et c'était très agréable. Il m'a laissé les partitions que j'ai conservées. Et un an après, une journaliste de RFI qui est amie, Jude, qui est amie de Syrienne, qui est amie d'Ahmad, m'a dit, tu sais, Ahmad aimerait bien te retrouver parce qu'il avait gardé un bon souvenir de cette rencontre à l'hôtel. Est-ce que tu m'autorises à prendre ton numéro et vous pourriez communiquer et tout ça. Et donc, on s'est retrouvés un an après, on a joué. Et ensuite, Ahmad m'a demandé si je voulais enregistrer un disque. Et on s'est retrouvés dans la région de Gap, dans un studio qui est une grange très agréable, très belle. Et d'ailleurs, on a enregistré avec Balaké et les Égarés dans cette grange parce que j'avais tellement gardé un bon souvenir de cet enregistrement avec Youssef et Ahmad. Et donc, Sabile est un duo, mais ils ont fait des disques avec de temps en temps différents collaborateurs. Et en fait, j'adore jouer avec Ahmad. C'est pas spécialement le oud, c'est sa composition, c'est cette espèce de simplicité et de mélancolie et aussi je sais pas comment dire, mais ça ira très bien avec l'endroit où on joue parce que quand il joue, on est tous les deux et Youssef est un percussionniste excellent qui vit lui à Paris et en fait, on était tous les trois. Bon, de temps en temps, eux, comme ça, un duo, c'est un peu comme moi quand je suis avec Cyril Atef de Bombcello, c'est-à-dire ils jouent depuis tellement d'années ensemble que de temps en temps, ils se titillent un peu, enfin, ils sont ce côté... Ils se challenge. Non, pas de challenge du tout, mais plutôt ils vont discuter entre eux de temps en temps en arabe et je sens que ça... Enfin, mais ils sont comme deux frères et en fait, quand je joue avec eux, c'est vraiment un grand bonheur. Donc on a joué aussi dans ce festival... je me souviens plus du nom, mais qui était dans la région de Gap, justement. Alors justement, je vous interromps. Vincent Segal, qu'est-ce que ça représente pour vous, le Sacré Sound Festival? Ça représente Laurence, déjà. Mais pas que, quand même. C'est-à-dire, ouais, mais par exemple, Copernic, je suis très triste parce que je sais que la maison d'Arnold Schoenberg à Los Angeles, je crois, a brûlé, il me semble. Oui. Et heureusement, la fille d'Arnold Schoenberg, qui était la femme de Luigi Nono, qui est toujours, je crois, elle est toujours vivante. Je sais plus, j'ai un doute. En tout cas, elle est très âgée. Si elle a conservé, heureusement, numérisé toutes les archives de son père. Et j'avais vu cette lettre extraordinaire à Copernic. Schoenberg est retourné, s'est reconverti. Parce qu'en fait, il était pas du tout religieux à Vienne. Et en fait, avec la montée du nazisme, sentant les choses, espèce d'antisémitisme virulent à Vienne,
une correspondance difficile avec Kandinsky, que les gens ignorent, mais que j'ai lu parce qu'un ami m'a fait lire. Et on voit cette lettre à Copernic où c'est Chagall qui est le témoin quand même. C'est extraordinaire. Ah oui. Chagall est le témoin de Schoenberg dans sa conversion. Devant Marc Chagall, Arnold, et on peut voir cette lettre qui est numérisée, mais j'espère qu'elle n'a pas brûlé. C'est pour ça que je pensais à Copernic, j'avais ce pincement de me dire, c'est quand même... Jouer à Copernic, pour moi, c'est ça aussi, c'est un endroit fort. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'était, il osait pas faire ça. Il y a plein de moments, il n'aurait pas pu le faire. Et donc, je trouvais ça fort, avec cette espèce de volonté d'aller chercher une musique nouvelle, de chercher des nouveaux collaborateurs, d'arriver à Los Angeles. Mais en fait, avant, il était à Paris et il a été très mal accueilli à Paris, Arnold Schoenberg. Et c'est juste Chagall qui l'a encouragé et c'est peut-être la seule chose forte qu'il ait faite à Paris, en fait. Il se passe des choses très fortes, Laurence, autour du Sacré Sound. On apprend plein de choses passionnantes. Donc, ce si matin, vous voulez, par rapport au Sacré Sound, par exemple, Netta El Khayyam. Oui. Alors ça, on n'a pas dit. Netta El Khayyam, mais il faut vraiment... en Israël, j'ai eu la chance parce que j'ai joué il y a 2 ans l'été à Jérusalem, à un endroit qui était incroyable, qui s'appelle Phil Beit. Oui, qui est un endroit Phil Beit extraordinaire. Et donc j'étais très content d'avoir joué avec Joka Perpignan, qui est un grand percussionniste israélo-brésilien. Et en fait, j'ai retrouvé Netta et son mari là-bas, et j'étais tellement content de juste parler un peu avec elle parce que. Donc on a compris que vous alliez être là pour les concerts. Donc on commencera le Netta Sacré Sound le 3. Ouais. Avec Éléonore Fourniau ce soir, Arthur H le 26 mai au Temple du Foyer de l'Âme, Netta El Khayyam au New Morning le 3 juin, Walid Ben Selim et Ariana Vafadari à Notre-Dame des Blancs-Manteaux le 4 et Sabine et Vincent Segal le 5 juin à 20h30 au Temple du Foyer de l'Âme. On va terminer cette émission avec Vincent Segal. Vincent, le temps passe très vite en bonne compagnie. On a non, ne le soyez pas. Merci d'avoir... Sur la Vielle à roue, ce qui est drôle, c'est que la Vielle à roue, en fait, c'était un peu comme le synthétiseur de l'époque. Il faut imaginer. Bon, on voit que c'est un son désuet, mais à l'époque, c'était un peu pouvoir jouer fort dans les campagnes avec un volume qu'on n'avait jamais entendu. Et juste parce que les gens, c'est plus facile que le violon, en fait. Ouais. Vincent, vous venez quand vous voulez et on parle des instruments anciens et nouveaux. Avec vous, vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci du fond du cœur d'avoir été avec nous. Et on vous retrouve donc le 5 juin à 20h30. On réserve sur sacrésoundfestival.com et on écoute. Merci Laurence. Merci Lise. À très vite. Merci. Au revoir.